Après, je sais pas si je me perds pas un peu là dans tout ça. Bref. Salut Mailleux. Salut Daoro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de thèmes, ce qui fait suite à l'épisode précédent où on a parlé du tien, puis on a séparé en deux, on va parler du mien aujourd'hui. Ouais, Mais avant tout ça, on va boire un peu de thé. tout à fait. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Moi, je bois des perles de jasmin. Donc, on en a déjà parlé plein de fois, dont récemment, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Je vais pas me réétaler sur le sujet. C'est un très bon thé. La vraie spécificité, juste pour dire ça, c'est qu'il n'y a pas de feuilles de jasmin à l'intérieur. Ça a été... Voilà, ouais. Comment l'arôme a été capté par contact avant, quoi. Mais c'est plus mélangé. Par présence plus que contact, parce que de ce que j'en sais, les fleurs de jasmin ne touchent même pas le thé, en fait, pendant la production. Ils sont mis dans des racks et il y a une planche avec le thé, une planche avec des fleurs, une planche avec le thé, une planche avec des fleurs. Et le thé absorbe les notes des fleurs comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Retour un peu à mes amours de thé. Je bois un oolong de haute montagne de Taïwan. J'adore les oolongs, c'est ma catégorie de thé préférée. Un oolong de Taïwan, pour moi, c'est un peu le haut du panier en termes de qualité de oolong, quoi. Ou en tout cas de goût intéressant dans les oolongs. Donc là, je suis vraiment très, très content. Il est très floral, celui-là. Le grand plaisir aussi, c'est que ça se tient de nombreuses infusions. Je crois que là, je suis à la 4e ou 5e. Et il a encore du goût et ouais, tu sens les évolutions au fur et à mesure, quoi. C'est vraiment chouette. Il n'a pas d'autre nom que oolong de haute montagne, du coup? En vrai, je dois avoir le nom en chinois, mais qui veut dire oolong de haute montagne. Donc déjà, j'ai pas retenu par cœur et en plus, je me lancerai pas dans la prononciation. Dans l'épisode précédent, on a discuté de mon thème et cette fois-ci, on va discuter de ton thème pour 2026. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un thème? Sur le principe d'une résolution qu'on pourrait prendre en début d'année, un thème, ce sera une petite maxime, si on veut bien, qui va nous guider toute l'année, qu'on pourrait avoir en tête pour guider nos décisions. Pour plus de détails, peut-être que le mieux, c'est d'aller se reporter à l'épisode précédent où on en parle un petit peu plus. Et puis, dans les notes de l'épisode, on a un lien vers la vidéo d'origine qui nous a fait découvrir ce système-là, un site internet aussi qui détaille un peu. On va commencer par le bilan de ton thème précédent. Donc, cette année, puisqu'on enregistre fin décembre, ton thème, c'est en mouvement. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné, ce mouvement? C'est le thème dont je suis le plus satisfait, ou en tout cas qui m'a apporté le plus de résultats qui correspondaient un petit peu à mes attentes. Parce qu'effectivement, l'année précédente encore, j'avais un thème qui n'avait pas trop d'action définie, je ne savais pas trop quoi faire et ça ne résolvait pas mes problèmes. Par contre, cette année, le fait d'avoir en mouvement, justement, l'idée c'était d'être en mouvement de manière permanente. Que ce soit autant physique, mais que aussi dans les actions, de devoir un petit peu faire les choses. C'est un de mes gros problèmes. La difficulté à me mettre à faire des tâches, la difficulté à finir les tâches. L'idée d'être en mouvement, en fait, c'était de favoriser le fait d'aborder tout ça par peut-être petits bouts, mais d'en faire le plus souvent possible. Pour ça, ça n'a pas trop mal marché. Ça a peut-être été un peu variable sur les différentes périodes de l'année, disons. Entre juin et septembre, je pense que j'ai vraiment eu un creux un peu. Là, c'était un peu plus difficile. Mais je me suis bien repris après. Ça, je suis au moins content là-dessus, ouais. A posteriori, ton thème m'a fait penser à la chanson Keeping Busy, The Most Effective Therapy I Found. De Look Mom No Computer. C'était un peu ça, non? Si je suis pas super, je fais pas grand-chose. Mais si je fais pas grand-chose, je suis pas super. Mais je sais pas quel angle commencer à aborder ça, en fait. Peut-être qu'il faut que je sois un peu mieux pour pouvoir faire plus de trucs. Mais peut-être que d'avoir fait un peu plus de trucs, ça me fait aussi aller un peu mieux. C'est un peu le but de l'année prochaine. Je divulgage un peu ce que je vais raconter après. Mais cette année, plutôt me focaliser sur aller un peu mieux pour pouvoir mieux faire les choses. Par rapport à la chanson, là, en fait, ma femme, quand je lui ai parlé de cette chanson, elle me disait « Ah, mais ça me fait penser à un papier qui dit que
faire les choses rend heureux, en fait. Enfin, c'est un papier qui décrit les différentes choses qui composent la sensation d'être heureux et d'être, j'ai le mot anglais qui vient, fulfilled, satisfait par sa propre vie. Ouais. Et l'une des choses, c'est justement faire des choses, création au sens large. Hein. Souvent, quand on parle création, c'est créativité, peinture, je sais pas quoi. C'est vraiment l'idée de créer des choses au sens vraiment large. Donc, ça inclut potentiellement le travail, tant qu'on produit quelque chose d'une certaine manière. Alors, moi, j'ai pas lu ce papier, mais quand je lui avais montré ce clip de Look Mom No Computer, elle m'a dit « Ah, ça me fait penser à ça ». Je serais curieux de pouvoir lire ce papier-là, si tu as l'occasion de le retrouver. Je retrouverai la référence, oui. Merci. Mais alors, un petit peu dans cet ordre d'idées-là, une des choses que j'avais mis comme action possible en mouvement, c'était justement de favoriser le fait que je me déplace, que j'aille voir du monde, que je dise oui à des événements, plutôt que de faire « Ah, je suis pas trop sûr ». Je connais pas trop, je vais peut-être pas y aller. Non, là, c'était tant pis, je me force et j'y vais et on verra bien ce que ça donne. Ce qui est donc arrivé, je sais pas, 3-4 fois durant l'année où je me suis déplacé pour un week-end à l'étranger pour aller voir du monde, tout ça. Et ben, c'était vraiment chouette. J'ai bien fait de faire ça, de me forcer un peu. En plus, c'était planifié pas mal à l'avance, donc peut-être 1 ou 2 semaines avant la date fatidique, j'avais un peu moins envie d'y aller. Et heureusement que ça avait été planifié avant, parce que sinon, je ne me serais pas déplacé, quoi. Ouais. Ça m'a permis d'ouvrir un petit peu des trucs, d'avoir plus de contacts sociaux avec une plus grande diversité, disons, et pas les mêmes 5 personnes que je verrais tout le temps, par exemple. Puis de positif aussi, c'est plutôt arrivé sur la toute fin d'année, disons à partir de octobre. Mais il y a des vieux trucs qui traînaient de tâches à faire un jour, une fois, que j'ai enfin fait et liquidé, typiquement qui concernaient par exemple des photos à traiter. Ah oui. Et en fait, j'avais des rappels un petit peu réguliers de « Est-ce qu'on peut les voir une fois ?» Donc bon, j'ai finalement fait ça. C'était en même temps pas du tout important ni urgent, mais j'avais quand même un peu toujours ça en tête de « Ah oui, il serait bien que… » Oui, et puis ce genre de choses, de tâches ouvertes, ça a tendance à peser. Il y a un effet psychologique documenté d'ailleurs sur ça, hein, c'est l'effet Zeigarnik. Alors je prononce sûrement mal parce que c'est un nom des pays de l'Est. Zeigarnik. Ouais. En gros, c'est une personne qui s'est rendu compte que les serveurs dans un restaurant se souvenaient très en détail des commandes des gens, jusqu'au moment où la commande était complète. Okay. Et à partir du moment où la commande était complète, s'il reposait la question « qu'est-ce qu'a mangé telle personne ?», le serveur avait aucune idée. Ah ouais. Et donc, il a donné ça à une de ses doctorantes, en fait. Il lui a dit un jour « Ah, c'est intéressant ça, il y a peut-être quelque chose à creuser ». Et elle a creusé, et donc c'était son nom à elle, c'était Zeigarnik. Il y a cette idée que, en fait, les tâches qui sont incomplètes nous restent en tête et cause un peu une tension d'une certaine manière parce qu'elles sont incomplètes, même quand c'est des choses pas importantes. Et donc c'est important de soit faire la tâche pour la finir, soit en tout cas se dire non, ce sera jamais fait, donc on laisse complètement tomber et ça ferme la tâche comme ça, quoi. Quand on accumule un peu des choses où on dit on va faire, en fait à la longue ça nous pèse mentalement et ça nous empêche un peu d'avancer. Là, moi, surtout, le problème, j'avais déjà dit aux gens que j'avais commencé à le faire. Il y avait eu de la captation d'images qui avait été faite, mais rien derrière. Du coup, les gens savent que ça a été commencé. Puis en même temps, il y a l'attente de « mais est-ce qu'on pourra voir une fois ?» Ouais. Comme il n'y a pas de date importante à donner, que c'est pas non plus un truc crucial, voilà, c'est plus dans un côté loisir, disons. Pas vraiment de pression à finir, mais du coup, c'est vrai que ça reste en tête. Puis un peu cette culpabilité de ne pas en faire assez… Comme tu dis, ça reste en tête dans le mauvais sens du terme. Ouais. Donc là, je suis content d'avoir liquidé ça, ouais. Et juste à noter que c'est pas forcément un effet négatif non plus, parce qu'on peut s'en servir de cet effet. Typiquement dans le travail créatif, si on fait un travail créatif le matin, on va dire, et qu'on arrête au milieu, entre guillemets, disons par exemple 30 minutes chaque matin à faire quelque chose de créatif, comme on a mis un certain temps, on s'arrête au bout de ce temps, même si on est au milieu d'une tâche. Cette partie créative va nous rester en tête tout le reste de la journée, parce qu'on n'a pas fini.
Donc dans ce cas-là, ça peut être un point positif parce qu'on sait aussi que dès qu'on a quelque chose qui nous reste un peu en tête, le cerveau il a aussi tendance à faire plein de liens non prévus. Et donc on va potentiellement avoir de nouvelles idées par rapport à cette chose créative qu'on est en train de faire, etc. Et donc c'est utilisable aussi de manière positive, quoi. C'est pas forcément quelque chose uniquement négatif. Mais ça devient négatif, ouais, pour toutes ces tâches un peu qu'on accumule. On se dit un jour. Autrement, sur la notion de en mouvement, là, moi j'avais dit d'essayer de jamais avoir les mains vides quand je me déplace dans l'appart, par exemple. Il y a toujours des petits trucs à faire. Si je viens avec une tasse dans le bureau pour boire un thé, ça m'arrivait de 4 jours après avoir 5 tasses sur le bureau. Du coup, non, essayons à chaque fois d'en ramener tout ça. Ouais, alors succès très variable. Je pense que j'avais bien commencé en fait en début d'année et c'est un peu en fin d'année où je m'y suis remis parce qu'il y a eu un gros creux où je l'ai pas du tout fait. Et je me rends compte que j'ai besoin aussi de faire ça pour être mieux, plutôt que de laisser s'entasser un peu trop les trucs. C'est pas une habitude qui est hyper ancrée et hyper stricte, mais je m'améliore, je pense. Voilà un petit peu pour le bilan de l'année passée. Je suis content de ce qui s'est produit. Ouais. C'est évidemment pas mon thème pour l'année à venir, mais je pense que de rester un petit peu en mouvement, c'est quelque chose que je vais essayer de garder. Au tout début, tu disais donc tu as du mal à démarrer et finir les tâches. Par rapport à démarrer, justement, c'était l'une des choses où, dans l'épisode de l'année dernière, tu avais spécifiquement dit que tu avais un peu des choses à mettre en place pour surpasser ce côté procrastination. Et est-ce que ce point-là, ça a été quelque chose où tu as vraiment vu un effet positif de ton thème, du coup? C'est bien que tu poses ça parce que je remarque que je viens d'occulter tout un pan. Voilà. Pour répondre un petit peu à la question, est-ce que j'ai des clés pour surpasser tout ça? Il n'y a rien qui est 100% réussi. Par contre, j'ai de bonnes pistes pour l'année à venir. Parce que déjà, une première chose, c'est vrai, j'ai été passer comment on appelle ça? Un diagnostic pour savoir si je souffrais de TDAH, donc de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il se trouve que c'est mon cas, en fait. Alors, sans hyperactivité pour moi, mais déficit du trouble de l'attention, ça a été diagnostiqué cette année, ce qui explique beaucoup de choses. C'est probablement une des causes qui fait que j'ai de la peine à rester concentré sur une tâche et à les finir. Ouais. Un petit peu en lien avec ça, j'ai un score d'anxiété qui est assez élevé parce que là, je pense que c'est une des grosses causes de la procrastination. Je suis assez... comment on va dire ça? Je suis pas à l'aise avec comment je vais pouvoir aborder une tâche et puis est-ce que ce sera fait assez bien? Est-ce que j'ai bien tout envisagé? Enfin, je veux pas détailler peut-être tous les petits trucs, mais c'est un petit peu dans cette idée-là. J'ai découvert cette clé-là, qui a une explication quand même assez importante en fin d'année. Là, c'est seulement arrivé en novembre, ouais, mi-novembre, la fin du diagnostic. Là, ça a pris pas mal de temps quand même. Ouais. C'est des choses qui seront traitées l'année prochaine, en fait. Je pense que cette année, quand même, un des trucs que je voulais essayer de faire et que le résultat n'était pas aussi efficace que j'espérais, je voulais peut-être me lever un petit peu plus tôt et sortir et plus bouger physiquement, quitte à sauter sur place, en fait, pour m'énergiser et avoir cette inertie pour après faire les choses. Donc l'inertie dans le bon sens du terme. J'ai de l'énergie qui reste et ça fait que je peux commencer des trucs. Ça, c'est un peu sur la théorie, mais justement, sur la pratique, je ne l'ai pas assez fait et je pense que, je suis même assez sûr, les quelques fois où j'ai un peu poussé dans cette direction-là, ça allait mieux après. Donc, il faut que je continue dans cette direction l'année prochaine. Et donc, quel est ton nouveau thème pour 2026 ? À la suite de la réflexion de mes besoins pour 2026, moi, j'avais d'abord en tête des choses par rapport à lâcher. Donc, soit lâcher un petit peu des tensions, ça c'est peut-être en rapport avec l'anxiété dont je viens de parler juste avant, lâcher un peu du lest, relâcher aussi un petit peu pour être un peu moins anxieux justement, parce que ça c'est surtout le gros truc de l'année 2026. Mais au final, je trouvais que c'était assez négatif cette histoire de lâcher. Donc j'ai, sur un peu au dernier moment, pivoté sur liberté. Et du coup, ce sera mon thème pour 2026. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'aimerais bien me libérer de certains poids qui me retiennent un petit peu, d'addiction, que ce soit de l'addiction au numérique ou de l'addiction à la nourriture. J'ai un peu la nourriture confort, je suis stressé, je mange, je m'ennuie, je mange. Peut-être aussi des histoires de confiance, en fait, de moins, disons, me soucier du regard des autres, dans le sens...
Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est assez bien? Est-ce que c'est au niveau? Est-ce que c'est fait assez vite? Est-ce que voilà. Puis ça, c'est beaucoup de trucs, je pense, qui me retiennent et qui entretiennent un peu la procrastination, quoi. Assez bien, faire assez bien, qu'on avait discuté dans un épisode précédent. On peut renvoyer les gens sur l'épisode sur le perfectionnisme, là. C'est des choses qui encore m'handicapent un peu dans le confort de ce que je fais et puis peut-être aussi ce que j'arrive à faire par rapport au potentiel réel. Ouais. Si on résume un peu, j'aimerais peut-être un peu me libérer l'esprit. Pour l'instant, ce que je viens de dire, c'est très vague, donc j'ai l'envie de concrétiser un petit peu comment je peux faire pour ça. Je vais le découvrir au fur et à mesure de l'année, mais je vais peut-être essayer déjà de commencer par un peu mieux planifier certaines choses, essayer d'avoir des petites habitudes aussi, parce que ça me permet de me libérer l'esprit, en fait. Liberté, du coup, c'est un peu le côté liberté de ne pas avoir à penser à ce genre de choses. Je sais pas trop comment dire. Exactement, ouais. Quand tu disais lâcher, tu disais que c'était négatif. Le côté lâcher prise, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, typiquement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était juste pour le thème. Lâcher prise, c'est peut-être bien, mais lâcher le travail, par exemple, je fais non, en fait, je veux plutôt m'accrocher à pouvoir faire des trucs. Et c'est à ça que je voulais faire attention, de ne pas dire je lâche tout et j'abandonne tout. Ouais. Pour le lâcher prise, oui, mais il y a la globalité des autres choses que je ne veux pas lâcher, en fait, c'est l'inverse. Pour me libérer l'esprit aussi, ce que j'aimerais essayer peut-être de faire un petit peu plus, des revues de temps en temps que j'avoue que j'ai pas fait. Enfin, c'est toujours le truc tellement compliqué à être régulier et clair avec ça, sur ces histoires de revoir ce qu'on a fait avant. Les quelques fois où je l'ai fait l'année passée, ça me remettait en tête des « Ah mais oui », me recadrer un petit peu. J'aurais plus besoin d'essayer de penser en permanence à garder à l'esprit les directions vers lesquelles je veux aller, mais d'aller les revoir et d'avoir des rappels comme ça, ce serait un petit peu plus efficace. Pour la liberté d'avoir un petit peu moins d'autocontrôle, mais du coup d'autocontrainte sur moi-même, quoi. Je sais pas vraiment comment je veux faire ça, mais je vais essayer peut-être de plus accepter que dans le cas de choses collaboratives, je laisse les autres faire et que je mette pas mon nez partout pour être au courant de tout ce qui se passe, puis d'avoir un avis sur tout ce qui se passe. Si c'est les autres qui font, c'est les autres qui font, et si c'est pas fait autant bien que moi je l'aurais fait, c'est pas grave en fait. Essayer, comme je disais aussi, d'accepter que ce que je peux faire c'est assez bien, et les fois où je me mettais la pression pour faire un truc incroyable, en fait les gens, quand je le fais pas un truc incroyable comme moi j'aurais pensé, ils se rendent pas vraiment compte de la différence, donc au final au lieu de me faire du mal à moi, je peux faire « Oh, c'est bon, ça suffit, les gens seront quand même très contents ». Et l'expérience m'a montré cette année que c'était le cas quand ça a pu arriver. Je vais essayer de moins me focaliser, disons, sur un truc que j'auto-alimente moi-même, sur la peur de la performance. Et puis d'ailleurs, peut-être là-dessus, j'aimerais faire gaffe, j'ai noté quand même de faire attention à, entre guillemets, la pureté idéologique. J'ai l'exemple d'un thème récurrent qui restait d'autres années, où j'avais parlé plusieurs fois que peut-être que je souhaitais me remettre à écrire un blog, imaginons. Et à chaque fois, ouais, mais alors il faudrait que le blog il soit vraiment avec un système que moi je maîtrise bien, avec mes valeurs peut-être de web ouvert, puis d'open source, puis qui fonctionne de manière légère, puis machin. Puis au final, la solution technique, elle est super compliquée à mettre en place. Du coup, je fais pas. Alors que si j'avais décidé de simplement installer un WordPress avec un thème non personnalisé, ce qui est peut-être un peu à l'antipode de ce que j'aimerais comme solution idéale, au moins il y aurait peut-être eu des choses de fait, quoi. Je dis pas que je garde cette idée d'écrire des choses dans un blog, parce que ça, je pense que c'est justement un truc sur lequel j'ai fait une croix dessus, mais si je voulais un truc absolument parfait dans l'idéologie des choses comme moi je les envisage, peut-être qu'en fait je peux avoir un standard un petit peu plus bas, mais qui favorise le fait que c'est quand même fait plutôt que de pas exister du tout. Je vais reprendre l'exemple d'écrire un blog. Ça peut même être juste j'écris pour moi dans mes notes dans un premier temps, en fait. Et puis, si je le fais régulièrement et que c'est intéressant, à ce moment-là, j'ai déjà des choses écrites, j'ai plus qu'à les copier-coller dans un blog. On peut descendre encore d'un niveau, parce que tu parlais de ce côté performance, en fait. Et la performance, c'est quand il y a des gens qui nous regardent. Donc, on peut même éliminer ce côté de gens qui nous regardent. Et là, ça devient juste une tâche qu'on fait nous. Et puis, s'il s'avère que c'est quelque chose qu'on fait souvent au final, qu'on aime bien ou autre, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à le copier-coller. Ça réduit l'enjeu encore, en fait, parce que
L'enjeu dans le cas du blog public, c'est pas simplement l'écriture, c'est aussi l'écriture pour les autres. Sans que je veuille écrire et publier quoi que ce soit, parce que là, je pense que on peut dire que j'ai fait un trait dessus. Ouais, en tout cas, c'est pas un objectif attendu, quoi. Je reprenais l'exemple parce que c'est l'exemple qu'on avait discuté précédemment, mais ça s'applique à un peu toute autre chose qui pourrait être faite avec les autres en tête, quoi. Ouais. Par contre, en termes de liberté, qui rejoint un peu ce que dont tu es en train de parler, c'est vrai que non, mais ce serait peut-être bien que je fasse, me frotter de temps en temps à certains inconforts pour me désensibiliser un petit peu. Donc, oser peut-être aller contacter des gens ou parler plus facilement pour que quand je suis forcé de le faire, ce soit un peu plus naturel. Je prends un exemple tout bête qui résonne peut-être chez beaucoup de gens. Je déteste passer des appels téléphoniques à des gens que je ne connais pas et qui n'ont pas sollicité l'appel. C'est toujours des trucs que je repousse le plus possible, voire je vais trouver toutes les excuses pour pas le faire. Sauf que là, il y a quelques semaines, j'ai eu un dégât d'eau dans mon appartement. Donc, il a fallu passer des coups de fil à l'assurance, à des ouvriers pour prendre rendez-vous, etc. Ouais. Et les premiers, c'était horrible. Mais en fait, après l'avoir fait 6 ou 7 fois, c'est bon, en fait, il n'y a plus de problème, quoi. Ce qui me fait dire que peut-être que sur ce genre de choses qui me causent un inconfort et que je repousse, moi, le plus possible, peut-être que je devrais aller les chercher un peu plus pour me désensibiliser et que quand je suis forcé de le faire, du coup, ça soit facile et naturel, quoi. Surtout sur des petites choses qui n'ont pas de vrai risque, en fait. Dans le cas des appels téléphoniques, c'est typiquement quelque chose où il n'y a aucun risque à part perdre 5 minutes de son temps. Et il y a un vrai effet de recalibration de la peur à ce genre de choses. Où on a notre, pas capteur, mais notre sensation de peur qui peut être décalibrée d'une certaine manière et donc trop intense. Et dans ce genre de cas, ce genre de petites choses, ça permet de recaler les choses. Je ne sais pas exactement à quel inconfort je vais avoir besoin ou suffisamment de courage pour aller me frotter un petit peu pour que ça se passe mieux après. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je veux peut-être un peu garder en tête. Si ça se présente, d'essayer de moins tourner autour du pot, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose où les revues régulières aident, en fait, parce que si tu notes ce genre de choses, du type j'ai passé 3 appels téléphoniques aujourd'hui, et puis tout s'est bien passé, juste une phrase toute bête dans le journal, le fait de revoir ça pas réentraîne vraiment, mais ça le rappelle et ça redit au cerveau, c'est OK, en fait. Ça permet d'améliorer cet effet de recalibration, quoi. Puis peut-être de s'en rendre compte aussi, parce que s'il y a, je sais pas, 4 ou 5 appels téléphoniques dans le mois, même pas, disons 2, et en fait c'est tellement espacé qu'on s'en rend pas compte, alors que d'aller faire la revue, ça permet de remarquer que, mais oui, c'est vrai qu'il y en a eu 2 et ça s'est bien passé, ouais. Ce qui est d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais des revues un peu plus régulières, puis un petit peu d'introspection aussi pour aller avec. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je me rends compte que ça rejoint un peu les inconforts dont je viens de parler, auxquels je devrais peut-être aller me frotter. Sur le principe de tes listes de questions que tu avais notées, puis je crois qu'on avait partagé un peu de ce genre de choses-là à se poser, je sais que c'est bien, mais de devoir m'asseoir un moment à regarder ces questions-là et écrire un petit peu pour y répondre, en fait. C'est des choses que j'ai jamais faites. En partie, je pense que ça s'explique avec mon TDA. En partie aussi, c'est justement cet inconfort de mais j'ai pas envie d'aller répondre à ces questions gênantes parce que j'ai pas envie d'aller soulever la poussière qui était sous le tapis, quoi. Ouais. Justement, ça m'aiderait à avancer un peu sur des questions d'anxiété, de procrastination. Est-ce que tu as déjà des tâches un peu concrètes qui vont t'aider à rentrer dans ton thème en début d'année? En lien avec mon journal, je pense que je devrais vraiment m'imposer de le faire plutôt en début de journée pour voir ce qui va se passer après qu'en fin de journée, ce que j'ai tendance plutôt à faire ces temps. Oui, c'est une contrainte, donc ça a l'air d'être un peu antinomique par rapport au thème de liberté, mais en fait, ça me libère l'esprit pour la suite de la journée, quoi. Peut-être aussi de me forcer à pas le faire
dès le réveil chez moi, mais de partir justement pour aller le faire ailleurs dans la mesure du possible. Physiquement, ça me fait bouger, ça fait démarrer le corps, ça apporte de l'énergie. Je fais une petite réflexion aussi sur qu'est-ce qui est censé se passer dans la journée. Et ça me libère l'esprit pour la suite. En première action aussi, ça peut être facilité par le fait de, le soir, préparer le journal et ce dont tu auras besoin disponible là où tu prends ton thé du matin ou ce genre de choses aussi, quoi. De se dire, je le sors, je le mets sur la table avec les stylos dont j'aurai besoin, etc. Et puis comme ça, le matin, quand je me lève, je vais préparer mon thé, j'ai le journal qui est déjà là et il n'y a plus qu'à l'ouvrir et écrire, quoi. Ça me fait penser aussi que comme action concrète, peut-être qu'il faudrait que je me pose un petit moment pour lister les libertés que je m'accorde cette année. Ça sonne un peu affirmation de développement personnel. Je vais me regarder dans la glace en m'auto-persuadant. J'ai un peu de la peine avec cette idée-là, mais peut-être que justement c'est un point là où, tant pis pour la pureté idéologique du truc, ce serait peut-être pas mal que en les exprimant par écrit, en les couchant sur papier, ça pourrait prendre un petit peu plus corps. Donc, Il y a un côté vrai à ces histoires de répéter des choses devant la glace. Alors c'est un peu le côté cliché. Je suis un winner. Voilà, exactement. Je pense que ça va dépendre de ce qu'on se dit. Mm-hmm. Des fois, les gens, ils appellent ça de la manifestation aussi, manifester quelque chose. Alors le problème, c'est quand on tente de manifester quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Ouais. Je pense que là, ça peut être compliqué. Mais il y a un côté qui est vrai neurologiquement, c'est que si on répète quelque chose, on entraîne un certain circuit neuronal et donc potentiellement on remarque des choses qu'on ne voit pas le reste du temps. J'avais une fois entendu quelqu'un qui disait un truc intéressant sur le côté manifestation, qui était un mix d'intention et de lâcher prise. On met une intention, mais en même temps, on tente pas forcément de la réaliser. C'est juste que l'intention étant présente en continu, au moment où on a cette opportunité de réaliser cette intention, on va pouvoir le faire parce qu'on l'a en tête, justement. Attentif à pouvoir saisir et réagir plutôt que de ne pas remarquer et de laisser passer le truc. Ou alors on a le courage de saisir l'opportunité plutôt que d'hésiter. Plutôt que de vouloir absolument que ça ait lieu, en fait. Parce qu'aussi, quand on veut absolument que quelque chose ait lieu, on a tendance à se fermer, à rentrer dans un espèce d'effet tunnel. Ah ouais. Or, le fait de se dire, oui, ça c'est mon intention, mais on est dans un état de relâchement qui permet, dans un état ouvert en fait, qui permet de voir un peu les choses autour de nous, c'est plus efficace d'une certaine manière. Enfin, c'est pas une question d'efficacité, mais oui, il y a quelque chose que moi m'intéresse, mais en même temps, je vais pas tenter de forcer ma volonté sur quelque chose auquel j'ai pas de contrôle, quoi. Quand des gens tentent de manifester l'argent, par exemple, bon courage, quoi. Compliqué, ouais. Par contre, se dire, je travaille sur mes forces, si on est informaticien, comme dans mon cas, être constamment à apprendre des choses, etc., et être ouvert à des opportunités, ça veut dire que d'un côté, on va avoir une expertise qui est de plus en plus pointue, et donc les opportunités ont aussi plus de chances d'être de mieux en mieux. Mais c'est pas tous les jours aller taper à la porte de 5 boîtes différentes, tenter des choses, etc., etc. Le travail, il est en fait sur le côté expertise, donc un peu sur le côté intentionnel de nos compétences, avec une ouverture sur ce qui peut arriver, quoi. Mais ouais, voilà. Donc je vais clairement pas me mettre devant le miroir pour me dire des trucs parce que je suis pas persuadé de ça. Par contre, le fait de l'écrire et du coup de temps en temps pouvoir le relire, parce que le côté important, il est là aussi. C'est que si je l'écris juste sur un post-it et que le post-it a disparu, Et potentiellement de se le rappeler dans le cadre où tu fais un sport qui est intensif. Parce que il y a une histoire de brain, neurotropique, factor, un truc comme ça. Bref, l'idée c'est que quand on fait un sport qui est intensif, notre cerveau est rempli d'une molécule qui promeut la plasticité neuronale. On commence enfin un peu à comprendre pourquoi les gens qui font du sport ont une plasticité plus élevée
dans le cerveau, généralement, plus longtemps. Mhm. On ne crée pas de nouveaux neurones. C'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que les gens qui font du sport ont tendance à créer un peu plus de nouveaux neurones. Ça va dépendre du sport. Quand on fait de la boxe, on a tendance à en perdre à cause des coups. chocs au cerveau, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite d'intensité d'exercice à dépasser pour que ça marche, ou est-ce que si tu fais une marche peinard, ça fonctionne quand même? Non, il faut quand même que ce soit intense, plus qu'une marche. Peut-être une randonnée en haute montagne pendant une journée complète, peut-être que ça le fait aussi. Je ne sais pas trop sur quelle intensité il faudrait atteindre, mais moi, les exemples que j'avais vus, c'était des gens qui faisaient de la course à pied pendant un certain temps, par exemple, ou la planche pendant longtemps, Ouais. quand on dépasse la minute ou plus. Et là, tu peux profiter de cette plasticité. Si pendant le moment où tu fais un sport intense, tu essaies de garder en tête des choses positives, pas juste forcer la positivité, mais se dire ça fait du bien ce que je suis en train de faire, je suis content de moi parce que je suis allé courir, par exemple, ce genre de choses. Ça va renforcer ces circuits neuronaux plus efficacement parce que le cerveau est déjà dans un cadre très plastique, quoi. Je ne connaissais pas du tout ça. Ça, c'est des choses qu'on commence à découvrir et qu'on commence à mieux comprendre. Mais j'avais une vidéo là-dessus, je te l'enverrai. Un mec qui fait la vidéo de 18 minutes, et pendant les 18 minutes, il est en planche. Wow. Il cherchait un moyen d'entraîner la capacité à faire des choses difficiles, en fait. Faire la planche. Et cette histoire de plasticité du cerveau, c'est la meilleure manière qu'il ait trouvé de faire ça. Voilà, je crois que là j'ai un peu fait le tour de tout ce que je pensais. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Vous pouvez aussi ajouter des likes ou des favoris selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes précédents sur le site tâche avec un s-2-t.fm. Si c'est le premier épisode que vous écoutez et que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à retourner voir nos anciens épisodes. Comme on disait, dans les show notes, il y aura aussi des liens vers certains épisodes qu'on a cités. Mmh. Et puis depuis notre site, vous pouvez trouver les différents réseaux sociaux sur lesquels on se trouve. On a aussi les épisodes sur YouTube. Si vous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter avec votre thème pour 2026. Et voilà. On se retrouvera dans quelques semaines pour un prochain épisode. Et oui. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu as une question par rapport à ça, justement? J'avais l'impression de t'entendre. Non, vas-y, c'est juste que j'ouvrais mon carnet pour écrire un truc vite fait. Peut-être ça le bruit que t'entendais.